Bonjour à tous, merci d'être venus si tôt pour débuter la journée avec notre table ronde qui s'intitule L'héritage du mal. Donc je vais commencer par une petite introduction avant de vous présenter nos intervenants et de débuter la table ronde. Nous laisserons à la fin de notre discussion un temps d'échange, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main pour qu'on puisse vous faire passer un micro. Nous aurons 15 à 10 minutes d'échange dans ce cadre. Alors, la science-fiction a souvent été un moyen puissant d'explorer et de critiquer des problèmes sociaux, y compris le racisme. Les récits de science-fiction permettent aux auteurs d'imaginer des mondes futurs ou alternatifs où les problèmes sociétaux ou sociaux sont exacerbés, remaniés ou confrontés de manière nouvelle. Alors, je me permets un petit extrait, très court. La Terre et l'espace avaient des traditions, des manières et des modes de vie tellement différents qu'ils étaient aussi étrangers les uns aux autres que des extraterrestres pourraient l'être. Et le pire, c'était que chacun le savait, se méfiait et haïssait l'autre pour ça. Cet extrait des Cavernes d'acier d'Isaac Asimov reflète la manière dont Asimov a utilisé la science-fiction pour explorer les préjugés et les tensions entre différentes communautés humaines, l'une sur Terre, l'autre dans l'espace, et pour susciter la réflexion sur la xénophobie et la nécessité de surmonter ces préjugés. Albert Memmi propose dans La Nef en 1964 la définition suivante du racisme. Le racisme est la valorisation généralisée ou définitive de différences réelles ou imaginaires au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime afin de justifier ses privilèges ou son agression. En d'autres termes, l'attitude raciste catégorise, hiérarchise et discrimine. Il notera plus tard que la conscience collective se revivifiant dans le mécanisme d'exclusion, il existe une complémentarité entre le rejet de l'autre et le renforcement de l'appartenance au groupe. Comme nous le verrons lors de notre table ronde, les avancées scientifiques contribuent à discréditer le racisme dit biologique, qui est la racine de cet héritage du mal. Cependant, les inégalités systémiques, l'accès inégal aux ressources et les discriminations cachées dans la société convergent vers un racisme social plus subtil et souvent moins explicite que le racisme biologique, mais qui reste un défi majeur à combattre. Alors pour parler de ce sujet aujourd'hui, nous accueillons Bernard Bintruy. Bernard, bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite INSERM. Le sujet de vos recherches a porté sur le potentiel thérapeutique des cellules souches embryonnaires et notamment des mécanismes moléculaires de leur différenciation. Après votre carrière en laboratoire, vous avez consacré vos 3 dernières années à une mission de communication scientifique à la délégation régionale INSERM PACA Corse. Vous avez notamment participé à l'élaboration de 2 expositions, l'une intitulée « Les vaccins, à quoi ça sert ?», expliquant les mécanismes en jeu de la vaccination, et l'autre intitulée « Le racisme d'hier à aujourd'hui, science et préjugés », qui est actuellement exposée pendant le festival. Cette dernière a été le fruit d'une collaboration avec 3 chercheurs de disciplines relevant des sciences humaines d'Aix-Marseille Université. Et dans ces 2 cas, ces expositions ont bénéficié du talent artistique d'Anne Defréville, illustratrice, et qui nous fait le plaisir de partager cette table ronde aujourd'hui. Bonjour Anne. Bonjour. Vous avez étudié aux Beaux-Arts de Marseille, directrice artistique, vous êtes également autrice-dessinatrice. Vous pratiquez les techniques de peinture naturelle à l'aquarelle. Naturaliste, vous voyagez et rencontrez des associations partenaires de vos albums engagés tels que L'Âge bleu, Sauver l'océan, publié en 2019 chez Buchet-Chastel, Journal anthropique de la cause animale, publié en 2022 à Futuropolis, Mémoire d'acétacés, biologie, écologie et conservation, Delcourt, en 2023, Sephardim, l'épopée d'une famille juive durant 3000 ans, Futuropolis, 2023. Et vous avez donc assuré la direction artistique des expositions de l'INSERM, les vaccins à quoi ça sert l'année dernière et le racisme d'hier à aujourd'hui, science et préjugés cette année. Pour votre information, Anne Defréville ainsi que Abdourahmane Ouaberi et Michael Roch seront en dédicace tout de suite après notre table ronde à la librairie du festival. Nous continuons la présentation avec Michael Roch. Michael, bonjour.
Vous êtes écrivain et scénariste de science-fiction. Vous avez été remarqué par vos romans Moi, Peter Pan, publié chez Mu en 2017, sélectionné au Grand Prix de l'Imaginaire, Le Livre Jaune, publié chez Mu en 2020, et Témaon, publié à la Volte en 2022. En 2023, vous publiez Les Choses Immobiles chez Mu Mnemos, un récit d'anticipation politique afro-caribéen puissant. Vous êtes membre de la Fabrique décoloniale, qui est une dynamique de projet visant à faire émerger des espaces de réflexion, de proposition et de pratique autour de la décolonisation culturelle sur les problématiques qui concernent la société martiniquaise. Et vous menez des ateliers d'écriture en milieu carcéral et universitaire autour du thème de l'afrofuturisme. Enfin, vous êtes aussi le créateur et réalisateur de la chaîne de vulgarisation littéraire La Brigade du Livre sur YouTube. Et pour finir ce tour de présentation, nous avons le plaisir d'accueillir Abdourahmane Ouaberi. Abdourahmane, bonjour. Vous êtes romancier, poète, essayiste et scénariste, auteur de plusieurs ouvrages primés comme le roman panafricain Aux États-Unis d'Afrique, pensionnaire de la Villa Médicis en 2010, Grand Prix de la francophonie et de l'Académie française en 2021. Votre œuvre est traduite dans tous les continents. Vous enseignez les littératures d'expression française et la création littéraire à l'université George Washington, Washington DC, et vous collaborez notamment au Monde. Votre dernier ouvrage, Notre France de A à Z, publié avec Notre France Noire, pardon, de A à Z, publié avec Alain Mamboukou et Bernard Blanchard chez Fayard, est paru cette année en 2023. Donc j'aimerais commencer cette table ronde avec vous, Bernard et Anne, sur l'exposition qui est actuellement présente sur le site du festival, donc intitulée « Le racisme dirait aujourd'hui science et préjugés ». Je voulais voir un peu avec vous la démarche et ce que vous amenez à travers cette exposition pour évoquer le racisme et le partager au plus grand nombre. Oui, d'abord merci de cette invitation, de l'opportunité de présenter notre exposition. La démarche était assez simple au départ. Ce qu'on a voulu, c'est présenter le racisme sous tous ses aspects en un problème unique, depuis les aspects historiques qui étaient qu'on connaît tous, mais relier tout ça en une seule exposition avec expliquer comment le racisme biologique, comme tu dis, finalement n'a pas de sens. Ça, c'est la science, la génétique moderne qui clôt définitivement le débat, mais aussi jusqu'aux aspects sociologiques d'aujourd'hui. Donc c'est un travail collaboratif d'universitaires et là, je voudrais insister parce que ça a vraiment été enrichissant pour tout le monde. On a tous appris les uns des autres. C'était vraiment très intéressant de travailler ensemble. Avec une historienne du racisme, Delphine Peretti-Courtis, avec une paléo-anthropologue, Sylvana Condemi, et un sociologue, Mustapha El-Miri. Voilà, donc dans cette expo, on essaye de relier tout ça ensemble et de montrer que finalement, il y a qu'un problème qui est général, c'est le racisme. Finalement, les ressorts du racisme sont communs depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Et sur le visuel, l'approche graphique que vous avez empruntée pour justement exposer ces faits, vous avez utilisé, donc il y a une recherche particulière pour exposer au mieux ce sujet qui est quand même assez compliqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Anne ? Oui, alors merci également de m'inviter à cette table ronde. Oui, ça a été un petit peu compliqué parce que forcément, déjà, il faut satisfaire tout le monde. Et puis, représenter en couleur le racisme, il n'y a rien de plus complexe. Puisque si on regarde dans la société, si on regarde dans la religion, si on regarde dans la politique, chaque couleur symbolise quelque chose et donc peut poser problème d'un point de vue au niveau du racisme et de l'inclusion. Donc par exemple, si on prend le rouge en politique, on va tomber chez les communistes, les socialistes. Si on prend le bleu, ça va être la droite. C'est pareil si on prend par exemple dans les religions, le vert, c'est l'islam. Alors, ce qui est intéressant avec la religion juive, par exemple, c'est qu'on va lui attribuer la couleur jaune
à cause de l'étoile jaune, mais en fait, les Juifs, eux, ont choisi la couleur bleu clair et le blanc pour se représenter. Pareil au niveau de toutes les manifestations qu'on peut voir, pour tout ce qui est, par exemple, la manif pour tous, par exemple, ils ont choisi le rose et le bleu. La communauté LGBTQ, ils vont choisir l'arc-en-ciel. Donc, de toute façon, toutes les couleurs étaient prises quelque part. Si je voulais parler, je voulais parler en couleur du racisme, il fallait être dans la neutralité. Et donc du coup, je suis allée chez Sephora et j'ai pris un pantonnier de poudrier. Et donc là, j'ai vu que dans un poudrier, on peut retrouver toutes les gammes de couleurs de peau. Et en fin de compte, la gamme est très très large et elle est merveilleuse. Et donc du coup, je me suis dit, on va rester là-dessus, comme ça on ne blessera personne et tout le monde sera représenté. Alors c'est une exposition qui tourne maintenant depuis cette année ou depuis l'année dernière, je ne sais plus. Oui, en effet, elle tourne. Je voudrais ajouter un petit commentaire. Anne est très modeste, mais il y a quelque chose aussi qui nous a posé problème un petit moment dans l'élaboration de cette exposition. C'est la dernière partie sociologique. Et là, du coup, il n'y avait pas de problème de couleur à proprement parler. C'était plus comment expliquer ces engrenages, finalement, de préjugés qui conduisent au racisme. Et avec nos collègues, on se posait la question comment représenter ça dans une exposition. Ça n'a pas été évident du tout, jusqu'à ce que Anne ait eu la brillante idée, j'insiste, de représenter ça sous forme d'engrenage, justement, de roues crantées qui déclenchent les unes aux autres. Donc je pense aussi que ça a été vraiment très important dans cette exposition sur le dernier aspect. Et donc avec ces engrenages qui vont représenter différents éléments qui vont s'enchaîner pour conduire à ce type de comportement. C'est des engrenages qui amènent la personne à rejeter l'autre, en fait. Tout ce qui va engendrer le racisme. Avec peut-être des éléments des fois cognitifs, pas forcément conscients. Ça peut être verbal, ça peut être écrit, ça peut être de plein de sens, ça peut être physique. Tous ces éléments-là vont s'enchaîner, vont se mélanger. On aurait pu faire aussi un pot de cuisine, je pense. Mais en tout cas, les engrenages, ça permettait de bien mettre le texte dedans aussi, c'était pratique. D'accord, ouais, pour déstructurer un peu les choses et voir l'évolution. Le racisme social ou biologique est un thème récurrent de la science-fiction et il est abordé de différentes manières. Abdourahmane Ouaberi, vous avez opté pour une vision qui se rapprocherait plutôt d'une espèce d'uchronie, avec une image en miroir de la situation actuelle où les États-Unis d'Afrique se retrouvent avec une richesse et un développement technologique bien plus avancé que ce qu'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis, et du coup de mettre un peu face à cette situation des personnes qui auraient du mal à se mettre dans une situation de pauvreté, ou de détresse sociale. Est-ce que vous voulez développer sur cet aspect ? Bonjour, je voudrais d'abord saluer la salle que je ne vois pas. Moi, ma grand-mère qui est originaire d'un peuple nomade de l'Afrique de l'Est, avait une manière d'embrasser les gens, embrasser au sens d'enlacer, et elle disait dans sa langue maternelle que le salut convient aussi aux arbres. Et longtemps gamin, les arbres sont rares à Djibouti, et comme la pluie est rare, quand la pluie il pleut, il fait pas moche. Comme plus tard j'ai appris en Normandie, c'est une bénédiction du ciel, et donc on est content. Et ma grand-mère disait que dès qu'elle s'est levée le matin et que l'aube pointait, d'ailleurs mon nom Ouaberi signifie l'aube, vous voyez, je suis inscrit dans cette cosmogonie et cet espace mental et réel de l'Afrique de l'Est. Et donc je voudrais saluer ma grand-mère Djim'a et embrasser en disant bienvenue, merci d'être là, vous tous, et je ne vous vois pas beaucoup, mais elle saluait aussi dans le même geste la nature, donc les arbres, et une table n'est rien que de l'arbre vivant. Voilà, une fois que j'ai salué comme ma grand-mère, je voudrais aussi avoir une pensée pour les Gazaouis, parce qu'on parle de racisme, mais une des formes du racisme peut aussi déboucher vers des crimes c'est l'ONU qui le dit, des crimes de guerre, voire des actes pré-génocidaires. Et à défaut, évidemment, de
décréter le cessez-le-feu que je voudrais. Je vais avoir juste une pensée émue pour les Gazaouis et les gens qui se font bombarder. Voilà. Revenir à votre donc, thématique. D'abord, je suis très heureux aussi de me retrouver. J'aime bien les utopiales parce que c'est la seule fois où moi, écrivain simple primitif, je me retrouve avec des savants et c'est bien que les littératures dites d'anticipation mélangent la science du présent, donc des gens de l'INSERM. D'ailleurs, j'ai vu votre expo, elle est très, très magnifique, elle est magnifique. Et des astrophysiciens, moi je ne rencontre jamais des astrophysiciens, sauf à Nantes. Et mon frère, le grand, petit, enfin il est plus jeune que moi, donc j'ai les droits d'aînesse, donc je vais les bazarder toute ma vie. Le grand Michael que j'aime beaucoup et qui fait un travail magnifique. Alors, peut-être dans les titres, les mâles, c'est métaphysique pour moi, mais par contre, l'héritage, le présent et la lutte contre le mal, ça, on peut y faire quelque chose. Et aux États-Unis d'Afrique, qui est quasiment mon seul récit qui me vaut ici, peut-être, qui est d'anticipation, légère uchronie et utopie, j'avais... en fait, c'est venu aussi toujours d'une espèce de colère, parce que étant né à Djibouti, dernière colonie française à être décolonisée, moi j'arrivais en Normandie, je me croyais français, on me dit ouais, c'est pas si clair que ça. et d'autre part, je suis devenu africain aussi en Normandie, et, chose que je ne savais pas. À Djibouti, j'étais la norme, vous voyez. Et en France, enfin, pays majorité blanc, des populations blanches, je suis devenu l'Africain. Alors j'ai dit, ok, j'ai embrassé du coup l'Afrique et j'ai travaillé sur le motif du panafricanisme, qui est cette idée utopique d'un continent réalisé. Et simplement, j'ai pris la carte. Comme j'aime beaucoup les cartes, j'ai fait des rêveries sur les cartes. J'ai représenté que la carte du continent, donc un seul pays puissant, hégémonique, comme on dit, fonctionnait comme sur la carte des États-Unis. Par exemple, donc, la capitale se trouvait vers l'est. D'accord, Le triangle Boston, New York, Washington faisait un peu un triangle Djibouti, Addis Abeba, Asmara. Et du coup, LA était à Dakar. Et par exemple, je faisais des blagues à 2 balles tout le temps en disant Marvin Gaye, natif du Sénégal. Donc ça faisait référence évidemment à Gay, le chanteur, etc. Donc des jeux de mots comme ça. Et dans cette hégémonie où le monde noir dirige le monde, on va dire, a mis en infériorité le monde blanc, il ne fallait pas non plus s'enfermer. Comme nous diraient les scientifiques, le racisme n'existait pas. Donc du coup, le roman est raconté par un enfant blanc qui est adopté. Donc là, elle n'est plus... Maya. Voilà, Maya. Elle n'est plus l'enfant de ses parents, elle est l'enfant de l'amour de ses parents. Ce qui me permettait aussi de faire une quête après pour revenir chercher ses pauvres premiers parents en Normandie. Donc voilà, il faut dire à la fois les présents du mal et en même temps trouver les modes de dérèglement. Donc c'est par évidemment l'imaginaire, par le contour, la fugue, pardon. Parfois ce qu'on appelle aussi les combats solidaires, etc. Donc c'est dire les présents et ne pas s'enfermer parce que très vite on est dans l'essentialisation et je fuis ça. Je ne sais pas si vous avez un commentaire ou quelque chose à apporter par rapport à ce que vient de dire Abdourahmane. Alors, Michael, vous développez un concept un peu original qui est, vous l'avez évoqué, la contre-dystopie. Est-ce que vous pouvez un peu le définir et puis nous décrire un peu votre approche et qu'est-ce qui a motivé cette approche? La contre-dystopie, bonjour tout le monde. Salut. La contre-dystopie, ouais, on rentre dans un concept. D'emblée, il faut imaginer ce petit carré incomplet de dystopie, utopie et anti-utopie. Allez voir la vidéo du capitaine du Nexus 6 sur l'anti-utopie, si vous voulez comprendre. La dystopie, ce sont des mondes, des univers dans lesquels les individus ne peuvent jamais accéder au bonheur, tellement le système autour d'eux les contraint, les oppresse. L'utopie, ce sont des mondes qui n'existent pas, mais qui seraient des mondes idéaux. L'anti-utopie est un monde idéal, mais en creusant un petit peu, en fait, cet ordre figé de l'idéal, en fait, devient un cauchemar pour certains d'entre eux, d'entre nous, d'entre elles. Et la contre-dystopie, du coup, le parallèle ou l'opposé de la dystopie, ce sont des mondes dystopiques, d'apparence dystopique, dans lesquels les individus peuvent se remettre sur le chemin de leurs idéaux, de leur bonheur, donc arrivent à sortir de ces systèmes oppressifs. Et donc à trouver des chemins alternatifs, des voies de secours. On parle beaucoup, ici et ailleurs, en science-fiction,
ou encore ailleurs, d'avenir désirable, de la nécessité de développer des avenirs désirables. On a beaucoup de maisons d'édition, d'auteurs, d'autrices qui donnent de la force à développer des modèles utopiques. Je cite par exemple Utopia de Camille Boulanger. Et il me semble que malgré tout, même si on met beaucoup d'énergie à trouver des modèles bons, heureux, il manquera toujours un petit chemin. Voilà. Ouais, c'est l'espèce de, c'est vraiment la définition même du modèle qui veut que ce soit une espèce de concept du mieux, mais qui est toujours questionnable et puisse être remis en question. Ouais. Alors du coup, ils sont sur le, si on a un point A, un point B, ils sont du côté B. Ils montrent une voie qui va vers le B. Mais du coup, comment sortir du A? Voilà, c'est le parti pris que je prends dans mes textes. Voilà, comment on sort du A. C'est ça la contre-dystopie. Tu citais dans ma présentation la Fabrique des Coloniales, l'association dans laquelle je suis, avec qui je fonctionne, qui s'occupe des problématiques de la décolonialité, c'est-à-dire la rémanence d'imaginaires racialistes, coloniaux, dans nos sociétés contemporaines. Dans la modernité, tout ce qui vient des empires coloniaux, on appelle ça la colonialité. C'est simple. Et donc voilà, on essaye d'aller pointer, alors pour nous, notre société caribéenne, puisque je vis en Martinique, quels sont les vers qui restent dans notre belle pomme bleue, et d'aller les tirer pour les annihiler. Voilà. Ouais, donc les analyser, puis éventuellement commencer à avoir une vision différente de ça et de sortir de schémas qui sont presque implantés culturellement chez beaucoup de gens sans même s'en rendre compte en fait. C'est des schémas qui sont effectivement résiduels dans nos imaginaires, au sens large, pas les imaginaires des genres, mais de l'imaginaire dans votre exposition, là, vous dites les esprits, mais je trouve que c'est encore trop... ça nous dédouane quelque part, parce qu'on se dit le racisme, il n'est pas dans mon esprit. Alors que si on peut se dire que, oui, l'imaginaire que l'on partage en commun, il a un ancrage qui est colonial, qui est impérialiste, qui est on va en rester là. Mais voilà, cet imaginaire-là, il est pertinent. On peut se dire que, oui, on appartient à l'imaginaire occidental, et cet imaginaire-là, il est construit avant tout au XVIe siècle, avec cette mondialisation liée aux idées racialistes. Et est-ce que dans la préparation de votre exposition, ou peut-être, je ne sais pas si c'est un sujet à évolution, les écrits de science-fiction et justement d'essayer de se projeter dans des univers modifiés ou d'avoir une réflexion sur l'impact de l'exploitation de la différence de l'autre sont des influences ou peut-être quelque chose qui peut continuer à faire évoluer cette exposition? C'est quelque chose que vous prenez en compte? Venir ici à Festival des Utopiales où il y a beaucoup d'échanges et de brassages, est-ce que ça vous nourrit quelque part? Oui, alors, je dirais que notre expo, elle était pas du tout orientée dans ce sens-là au départ. Elle était en réaction au racisme ordinaire qu'on côtoie tous les jours. On peut évidemment penser au stade de foot et des cris racistes qu'on peut entendre dans ces lieux, pour donner un exemple, mais surtout, cette expo étant destinée au grand public et en particulier aux jeunes qu'on essaye de faire tourner dans les établissements scolaires, dans les médiathèques, c'était quand même pour lutter contre ça. À notre petit niveau, bien sûr. Donc c'était comment elle va évoluer, ça, je n'en ai aucune idée. Pourquoi pas, ça pourrait être bien sûr une ouverture intéressante, certainement.
présenter. Mais là, j'avoue que je cale un peu. En termes d'exposition, c'est pas évident de représenter ça sous forme d'exposition. Si on reste dans le cadre d'une... je verrais ça plutôt, comme aujourd'hui, dans le cadre d'échanges, pardon, de tables rondes, de choses comme ça. Ça me paraît plus pertinent. Mais en termes d'expo, j'avoue que... Je sais pas ce que tu en penses, Anne, mais... Moi, je pense que c'est déjà une victoire de pouvoir exposer ça, de pouvoir parler de ça, et que ça puisse être, que le racisme puisse être traduit de manière scientifique et que chacun puisse avoir sa propre analyse. On a eu un peu le même problème avec l'exposition le vaccin, à quoi ça sert. C'est-à-dire c'était déjà compliqué comme sujet parce qu'on allait rencontrer des gens qui n'allaient pas être d'accord, qui allaient s'opposer à ça. Et avec l'expo sur le racisme, c'est un peu la même chose. On a eu aussi des confrontations. Donc du coup, le fait que déjà elle puisse être visible et qu'on puisse en parler, c'est super. C'est déjà un progrès. Après, est-ce qu'elle peut être évoluée? Je pense qu'il faudrait faire une deuxième exposition avec une vision du futur du racisme. Ça serait autre chose. Mais en tout cas, telle qu'elle est, on est déjà content qu'elle soit représentée, je pense. J'imagine que la difficulté, c'est d'essayer de ne pas imposer une vérité où les gens peuvent être avoir une contre-réaction, mais de donner les éléments de réflexion pour que le cheminement puisse se faire. C'est-à-dire que tout le monde veut être représenté, tout le monde est victime de racisme en fait. Il y a plein de sociétés qui sont victimes du racisme et du coup il faut pouvoir parler de tout le monde, et aussi parler du fait de cette universalité de notre ADN qui est identique et qui... Oui. C'est ça qu'il faut dire, absolument. Partagé et commun et qui est un patrimoine de l'humanité. Aboudrahmane Ouaberi, j'ai pas eu l'occasion de le lire malheureusement les États-Unis d'Afrique, mais aux États-Unis d'Afrique, mais je me posais la question de savoir est-ce que comme il y a cette image miroir, y a-t-il aussi une colonisation de certains endroits en Occident par les Africains et quel est l'impact de leur présence dans ces colonies? Alors, comme j'ai pris un temps présent, donc il est suggéré dans le roman. J'ai eu l'autre problème aussi évidemment, pour des raisons d'économie narrative, je prétendais donner la couleur du monde ou l'image du monde, et en même temps pour des problèmes de représentation, je réduisais la focale. Par exemple, j'évoquais que le Brésil existe et qu'il est probablement chez nous dominant, donc noir, mais les Japon, je l'évoque vraiment tardivement. Oui. Par contre, la carte panafricaine, elle était très sérieuse parce que les peuples africains, un peu comme dans Wakanda, hein, en fait, ils m'ont piqué l'idée, non? On voit que dans Wakanda, on voit les peuples par couleur, par je sais pas, un artefact, une danse, une langue, etc. Et dans mon roman, on a l'impression que évidemment, ça parle une langue africaine. Il y a une petite astuce que je ne dévoilerai pas, mais il y a une scène où on parle de langue. Et donc, on suppose que le lecteur, cognitivement, je lui ai introduit les petits virus en disant, mais évidemment, on parle en panafricain dans ce roman, n'est-ce pas? Ça peut être les Kiswahili d'ailleurs. Mais la colonisation est évoquée par association, on va dire. Par contre, l'esclavage est évoqué à l'envers, tu vois. Et là, j'ai pas cherché très loin parce que les mots slaves, enfin toutes ces traditions l'ancien monde qui était peut-être sous domination, en tout cas au 19e siècle, des Ottomans, hein, quelque chose comme aujourd'hui l'Albanie, la Bulgarie, etc., sont un peu considérés comme d'où on importe les esclaves, simplement par métonymie linguistique. Mais ce qu'on voyait, si j'en reviens à ce que vous posé comme question, parce qu'on voyait aussi une domination, comme dirait un peu l'universel, hein, la même domination, tu vois. Et ça avait gêné quelques panafricains en me disant, mais alors vos États-Unis, ils sont aussi problématiques que oui, bah oui, tout à fait, ouais. Je lui ai dit, mais s'il y avait une vertu naturelle des Noirs ou d'un n'importe quel groupe, ça se verrait depuis longtemps. Mais voilà, il y avait quelques panafricains qui étaient très embêtés parce qu'ils ont pris au pied de la lettre, alors que pour moi, panafricanisme, c'était d'abord un hommage à des cultures. Par exemple, dans mon roman, il y a des rues... Nelson Mandela, c'est très simple. Mais par exemple, Nelson Mandela est président des États-Unis d'Afrique, mais le Premier ministre est un gars du Nord, donc un berbère. Pas un arabe, un berbère. Ouais. Et quand je suis allé en Algérie, j'ai dit c'est un kabyle. Et donc voilà, j'aimais bien. Ah ouais, tu vois, j'aimais bien. C'est embêté aussi un peu partout, chaque culture dans son angle mort. Et donc mon Premier ministre, Babel Areski, il est avec Nelson Mandela, qu'on reconnaît à ses chemises colorées. Et on chasse les migrants blancs, quoi.
avec des espèces de milices qui sont affreuses. Et par ailleurs, il y a évidemment ce qui m'intéressait, des pôles de solidarité, d'aide, etc. Oui, oui, survie souterrain, etc. Mais bon, disons qu'en gros, on retrouve les mêmes problèmes et les mêmes à l'envers. Donc, c'est une contre-utopie et oui, ça l'est pas. Ouais. Donc, ça propose pas forcément. Lui, il est plus intelligent pour. J'ai pas tout compris. Si tu veux rebondir, Michael, n'hésite pas. Alors, je voulais comme je faisais une incursion un peu littéraire dans l'exposition de l'INSERM, j'aurais voir une incursion scientifique dans ton travail. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais exploiter ou envisages peut-être le côté un peu RDSF sur l'impact de la génétique, sur nos développements sociétaux et la construction de tes univers? Pas vraiment. Déjà parce que j'ai une appétence vraiment pour les sciences molles, les sciences humaines. Hein. Et donc la hard SF, c'est pas trop pour mon cerveau. Je crois que j'ai pas le développement cognitif qu'il faut pour vraiment me pencher sur des trucs scientifiques. Alors oui, ça m'empêche pas d'aller choper des références, des ressources, des articles, mais ça va s'arrêter là. Ça va rester sur de la surface, juste pour avoir un petit feeling. Ouais. Mais ce qui m'intéresse de creuser, c'est vraiment la sociologie, la psychologie des choses, de mes personnages, des situations que je développe. Voilà. Ouais. Pas si, un commentaire, on essaye de présenter la génétique comme une science dure, mais elle n'est pas du tout. Ah mince. Elle est très molle en fait. Pas dire ça. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, donc on est encore très loin d'une science dure. Et si tu veux un peu développer sur... Est-ce qu'il y a même des sciences dures, hein, parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans les sciences, c'est une histoire d'intensité et des plongées. Vous voyez, dès qu'on rentre dans des sciences dures, ils vont vous dire, enfin, on va voir que la science elle-même est une science sociale, quoi. La science est une science sociale, donc elle dépend. Je prendrai un autre exemple, l'économie par exemple est une science sociale, alors qu'on essaie de... L'économie c'est la science qui se prétend la science molle qui se prétend la plus dure, mais qui est qu'un seul petit segment, et elle a cet avantage parce qu'elle domine le monde, elle fournit le langage à la domination actuelle, mais d'après mes copains économistes, c'est une science totalement molle, tu vois. C'est une prétentieuse de science. Il faut la ramener au poulailler. Peut-être que le côté dur, c'est justement l'aspect spécialiste, où quand on commence à rentrer dans des considérations et des choses qui ne sont pas forcément accessibles au commun des mortels, ça devient compliqué. Il y a ce côté vulgarisation, et souvent dans les œuvres de science-fiction, on a la RDSF, on a ce côté vulgarisation qui permet de comprendre des concepts et puis de pouvoir les utiliser à des fins littéraires. Juste pour finir sur les sciences dures, la seule science dure à la limite qu'on pourrait définir, c'est les mathématiques. 1 + 1 fera toujours 2, encore que. Mais à part ça, c'est un continuum depuis. D'ailleurs, à l'université, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve toutes les disciplines, quelles qu'elles soient. Du coup, comment utilisez-vous justement ces éléments historiques qui ont conduit à nos sociétés dans vos visions du futur? Je parle vraiment aux deux auteurs. Sur autant le côté d'exploitation des différences d'une population sur une autre, mais pas que. En fait, il y a aussi la culture, l'héritage culturel, le partage de choses qui ont pas souvent, enfin, qui amènent quand même à des éléments qui peuvent être beaux. Est-ce que c'est des choses que vous mettez aussi en valeur, que vous tenez à conserver pour garder de l'espoir un peu dans ce monde qui n'est pas toujours facile? En fait, je vais prendre quand même. Enfin, je fonctionne pas en fait en espoir. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent mais donc je connais pas en fait c'est pas des termes que j'ai espoir, désespoir, c'est pas dans mon langage. De même que j'ai une espèce d'appétence, comme dirait mon camarade,
pour les intersections, les estuaires, les ponts, et je vois moins la différence. En fait, j'ai du mal à... Voilà, j'ai une formation cognitive qui m'emmène à trouver les liens. Donc, dans ce qu'on disait, ce qui m'intéresse, Césaire, Fanon, Baudouin l'ont dit magnifiquement, l'oppresseur devient aussi victime de son oppression. Hein. On les voit avec les Israéliens, leur violence, elle vient d'une souffrance et d'une vengeance, etc. Donc dans l'affaire, nous sommes tous finalement pris par le même mal, si j'ose dire. Celui qui perpétue la violence ou celui qui l'a subie. Donc c'est trouver les espèces de... C'est là d'où la beauté de l'art, qui est peut-être on va dire un soulagement pour un temps, mais c'est de penser les lieux de résistance alternative à ces mal communs aux uns et aux autres. Et par exemple, les populations esclavagisées, hein, je ne dis pas esclaves, hein, esclavagisées du Nouveau Monde ont apporté des véritables... pas sciences, mais en tout cas des véritables, oui, sciences de résistance. Imaginez toute la culture de ces petites communautés noires qui sont fuyées, qu'on appelle les nègres marrons, par exemple. Ça nous a donné le rastafarisme. Le rastafarisme. Et le rastafarisme, pour moi, comme religion, il n'y a pas plus beau. Je ne suis pas très religieux, moi. Ouais, je suis plutôt... Mais comme le rastafarisme, si je recommençais ma vie, je serais rasta, vous voyez, parce qu'ils sont d'une totale moralité, parce qu'ils ne font pas le mal, hein, dans leur philosophie, hein, dans toutes les philosophies. C'est mes fantasmes. Et ils sont non-violents, etc. Tu vois, dans ces côtés de retrouver une forme en fait, d'une société, une utopie, quoi. En fait. Évidemment, elle fonctionne, les utopies, l'autre avantage, enfin, les inconvénients, dès qu'on élargit, ça devient aussi des formes dures et autoritaires. Mais les petites utopies, elles fonctionnent un peu en termes quasiment nucléaires, j'allais dire. Donc, ce sont ces formes de résistance inventées pour un temps, peut-être, qui m'intéressent et qu'on trouve partout et qui doit concerner à la fois l'ancien dominant et l'ancien, enfin qui implique tout le monde. C'est pour ça que l'école de la colonialité est très intéressante. C'est les latino-américains qui ont inventé, qui ont donné en tout cas les termes colonialité du pouvoir, colonialité du sexe, colonialité de la langue, etc. Ouais, d'accord. Parce que, par exemple, pour les dire rapidement, vulgairement, dans les pays latino-américains, on dit aux Africains, alors justement, êtes-vous positif ou êtes-vous optimiste ou pessimiste sur la situation en Angola? Mais les latino-américains qui ont un siècle d'indépendance avant, hein, enfin, de plus vieux, ouais, ils ont les mêmes problèmes, tu vois. Ouais. Et donc ils se sont rendus compte que même la colonisation, un siècle et demi plus tard, il y a des rémanences, il y a ce qu'on appelle la colonialité. Ouais. Par exemple, dans les pays andins, c'était encore les gens blancs qui dirigeaient. C'est très récent qu'on ait des présidents comme Evo Morales, qui est un indigène, etc. Donc ils ont compris que ils étaient produits de 5-6 siècles de violence coloniale et que ça imprégnait eux-mêmes, etc., etc. Donc on voit que le long cheminement, donc c'est un long process de règlements, etc. Et donc c'est pour ça que pour moi, quand on parle d'Afrique noire en disant espoir ou désespoir, je dis non, attendons déjà, suivons les latino-américains qui ont déjà un siècle d'expérience avant nous, au moins un siècle et demi, et qui n'en sont pas encore au bout parce que les individus se réorganisent et la dynamique du mal est toujours à l'œuvre, etc. Les anciens dominés parfois reproduits. Donc voilà, c'est un long chemin. C'est un long procédé qui, comme peut-être disait Michael avant, d'identifier ces vers qu'il va falloir... oui, on nomme déjà. La colonialité, elle nomme déjà, mais elle n'a pas... Voilà. Les vers de nos esprits. Je ne sais pas si, Michael, tu veux... Ouais, tu as cité Césaire, tu as cité Baldwin. Tu n'as pas cité Glissant. Oui. Pas cette fois. Je le fais du coup. Je l'ai cité hier, alors ça va. Édouard Glissant, oui, c'est ça. À une époque, je disais mes deux Édouards. Quand j'étais Édouard, c'était Édouard Saïd et Édouard Glissant. Okay. Quand j'étais en doctorat, il y a longtemps. Édouard Glissant, c'est un philosophe de Martinique qui nous a apporté plusieurs grands concepts, même poéceptes comme ils les appellent, dont celui de la créolisation dont on entend parler très souvent à gauche en ce moment. Sans parvenir à capter quelle est l'essence réelle de la créolisation, qui est le choc des cultures, la résultante de ce choc-là, résultante imprévisible,
qui nous donne encore une culture qui est impensable à partir du point A. Et Édouard Glissant, je m'intéresse beaucoup à ces idées, et je prends source vraiment dans ma SF autour de son imaginaire, de sa vision d'une société diverselle, pour ne pas dire pluriverselle, donc qui n'est plus universelle, mais qui va faire l'accent justement sur la compréhension, le respect des différences qui constituent cette société. Tout à l'heure, je ne sais plus qui, je crois que c'était toi, peut-être, ou toi, je ne sais plus, qui citait un auteur au sujet de ces différences qui justement nous ont divisés. Oui. C'est la base de tout communautarisme finalement. Mais en réalité, ces différences nous divisent uniquement à partir du moment où elles sont essentialisées, données à des grands groupes, généralisées à des grands mouvements, des absolus en fait, des absolus culturels. Et je me souviens d'une fois, j'étais chez une amie sociologue, Nadia Chonville, qui bosse beaucoup aussi sur ces questions de décolonialité, et de racisme ordinaire dans la société caribéenne. Et on était en train de déménager son appartement, et je tombe sur un immense tableau, un immense puzzle en fait au mur, peut-être 10 000 pièces. C'est un tableau, c'était un triptyque chrétien, le ciel, pardon, la terre et l'enfer, ou l'inverse. Dans votre sens, c'est exactement ça. Le ciel, la terre et l'enfer. Et elle me dit, voilà, le problème du racisme, c'est sûrement ça, en fait. C'est quelque chose qui est inhérent à notre condition humaine. Les biais racistes apparaissent très vite chez le nourrisson, qui va avoir plutôt tendance à apprécier des visages auxquels il est déjà habitué dès le berceau, et à rejeter les autres. Et quand on fait un puzzle, en fait, on fonctionne finalement de manière raciste très rapidement. Alors il y en a qui commencent par les bords, il y en a qui commencent par les coins, effectivement, mais une fois qu'on a posé les bords et les coins, comment on fonctionne par couleur. Et on va classer nos couleurs, on va les mettre dans les petites cases. Et donc c'est ce qu'elle a fait pour son puzzle de 10 000 pièces là. Elle s'est dit, je vais y arriver comme ça, puisqu'on a effectivement, on a le ciel bleu, la terre verte et l'enfer qui est rouge. Et en rentrant petit à petit dans le puzzle, elle s'aperçoit qu'en réalité, il y a des ponts. Il y a des mecs de l'enfer qui se retrouvent sur Terre, qui se retrouvent en enfer. Donc on a du rouge dans le vert et le bleu, on a du bleu dans le vert et le rouge, et on a du vert des deux côtés. Et du coup, son classement par case, son classement par couleur ne fonctionne plus. Et la seule manière qu'elle a trouvée pour venir à bout de ce puzzle, c'est de connaître son tableau par cœur, et de pièce par pièce, savoir où la placer. Donc elle a eu cet effort de compréhension et de respect, finalement, porté à l'individu même, et non plus dans son collectif, non plus dans son imaginaire absolu, pour finir justement cette œuvre. Voilà, donc elle me disait, voilà, le racisme, c'est, on peut s'en passer sans doute comme ça, en connaissant chacune pour ce qu'il est, et le mettre dans le tableau de notre réel à sa juste place. J'aime beaucoup. C'est Nadia Chonville. Lisez ses textes, ils sont bien aussi. J'aime beaucoup cette métaphore avec le puzzle. Moi-même, j'aime beaucoup les puzzles. J'ai fait à Jackson Pollock, je ne sais pas si vous voyez, mais les Jackson Pollock, c'est des couleurs partout. Et voilà. Donc là, on y va pièce par pièce. Et puis, il n'y a pas de ségrégation par couleur. Pardon ? Tu l'as fini ? Je l'ai fini. C'était une fausse bonne idée. Et du coup, c'est intéressant parce que tu... J'ai jamais fini un puzzle de 16 pièces. Je dois m'inquiéter. C'est parce qu'il y a un côté un peu sérépendité, c'est cette rencontre qui peut-être n'a pas forcément à voir avec la façon dont tu vas développer tes livres, et de cette observation, est-ce que c'est quelque chose ça t'arrive régulièrement d'avoir des ponts qui vont se faire justement sur quelque chose de pas banal, mais qui n'a absolument rien à voir, et qui finalement va te donner du grain à moudre pour développer tes œuvres?
Alors, pour simplifier la question, en fait, dans ce que tu viens de nous décrire, en fait, il y a cette analogie avec la séparation des couleurs, le fait de faire un puzzle et d'amener à cette construction pour un peu simplifier la tâche et au final s'apercevoir dans cette construction que ce n'est pas aussi simple et que finalement il y a des éléments de l'un qui vont être présents dans l'autre et que ça fait un tout. Donc des fois, je sais pas si ça vous arrive, mais des éléments qui sont très très loin de ce qu'on fait habituellement vont nous donner une idée sur comment débloquer une situation. Et donc dans le cas de ce puzzle, parce que ça t'a marqué, est-ce que c'est quelque chose que tu ensuite as utilisé ou comptes utiliser plus tard? Oui, c'est quelque chose que je mêle effectivement. Ce travail autour de l'individualité, le respect de la différence de chacun chacune, qui est un concept d'un poète français dont le nom m'échappe là actuellement. C'est quelque chose effectivement que je parcours, c'est une trace que je parcours et que j'essaye d'approfondir dans mes textes pour justement venir valoriser le travail d'Édouard Glissant qui est et celui de Frantz Fanon aussi, hein, qui sont très méconnus en France hexagonale et qui en fait sont dignes d'intérêt et plein de bonnes solutions, je trouve, sur nos problématiques contemporaines. Donc je m'en sers dans mes bouquins. Voilà, la diversalité, c'est le point de départ de mes derniers romans. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je te remplace Taïeb. Puisque Édouard Glissant a un concept, je crois que tu allais les citer, qui est le même et qui n'est pas le même que ce qu'on essaie de définir, c'est lui qu'il appelle l'opacité. Ouais. C'est-à-dire que c'est le refus de la transparence, le refus de l'assignation facile, et le fait que chaque individu est une insécable mystère, vous voyez, individualité, que je me refuse à te dévoiler. Donc tu me connais, mais tu n'es pas obligé d'aimer. Voilà, tu peux traverser, tu peux me traverser, tu peux dialoguer avec moi, tu peux cheminer avec moi, mais tu ne peux pas m'enfermer, me capturer. Alors, est-ce que c'est ce qu'on cherche? Comment tu définirais l'opacité glissantienne? L'opacité, c'est... Tu la connais par cœur, la citation là, sur l'opacité? Chaque génération doit dans une relative opacité... C'est Fanon. Ah, du coup, l'opacité chez Glissant. Ok. Pour moi, c'est une résistance. C'est une résistance, comment dire, c'est un acte de résistant dans un contexte de domination ou d'oppression qui permet justement d'échapper, comme tu dis, d'échapper à toute catégorisation, toute essentialisation et de rester dans une posture qui est à distance des volontés hégémoniques. De ne pas s'assimiler et de ne pas non plus entrer en opposition, qui sont les deux points, en tout cas les deux positions données par un oppresseur à ses oppressés. C'est-à-dire qu'ils n'ont d'existence que si on les assimile, c'est-à-dire qu'ils s'unifient à notre ordre, c'est la capture, et ils n'ont d'existence que s'ils s'opposent finalement, s'ils rentrent en terrorisme vis-à-vis de l'ordre qu'on essaye d'établir. Cette posture de l'opacité, elle permet justement, par tout un tas de moyens de résistance, de rester indépendant, de rester souverain, de rester marron, de rester barbare, comme le dit Louisa Yousfi dans son dernier essai, c'est-à-dire d'échapper à cet imaginaire colonial, cet imaginaire qui place l'autre dans une situation déjà donnée. L'opacité, ça peut effectivement être juste une discussion tout à fait bienveillante, tout à fait éclairée, et qui amène à un débat qui nous emporte, sans nous emporter, dans la démesure. Mais par notre monde actuel où on est transparent, il y a une exigence à la transparence, l'opacité, c'est de dire, non, il y a un moment
Coco, tu vas pas mettre transparent. Ouais. Et ça, souvent, il y a... Tu peux pas. Il y a en tout cas dans les cultures caribéennes, je ne sais pas pour toi à Djibouti, il y a de l'humour. C'est ce qu'on appelle le welto chez nous. Vous voyez ou pas vous voyez. On le voit, mais on ne le voit pas. Un peu comme dans Mission Cléopâtre. J'ai pour mémoire ce roi africain de je ne sais plus quel pays, exilé, forcé par l'administration française à s'exiler en Martinique. Il arrive en Martinique et Béhanzin. Et donc le préfet discute donc avec son interprète en français pour que l'interprète puisse donner le discours de républicain au roi Béhanzin. Et au bout de quelques mois, en fait, Béhanzin en a marre de l'interprète et répond directement en français au préfet. Et le préfet lui dit « Mais vous parlez français depuis le début ?» Oui. Voilà, le welto, c'est ça, c'est cette espèce de malice qui fait qu'on est incaptable, imprévisible finalement. Et se rester imprévisible, on va partir là-dessus, se rester imprévisible, c'est la seule essence finalement du marronnage. On est ni dans la fuite, ni dans l'opposition, mais on est ni dans l'assimilation, mais on est ailleurs, on est en dehors, imprévisible. On est là, mais on n'est pas là. C'est très beau. Ouais. Space is the place. Space is the place. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour des questions du public. Alors, je ne vois absolument rien. Donc, si les personnes qui ont des micros, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a des questions ici sur ma gauche. Alors attendez, parce qu'il y a des... pour les questions, c'est les gens se lèvent pour aller au micro. Non, il y a un micro qui arrive. Bonjour, merci pour cette intervention. Moi, j'ai peut-être c'est difficile de parler de ce sujet sans blesser des gens. Enfin, excusez-moi si je suis maladroit. Vous avez parlé de racisme dans tout ce débat, un peu. Et je voulais savoir si on rencontrait, en science-fiction, on rencontre souvent des espèces d'un autre plan ou qui auraient une biologie totalement exotique à la nôtre, et vous avez beaucoup parlé de la justification de la génétique pour expliquer que le racisme n'existait pas. Mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer à des gens que si on rencontre une espèce alien ou autre, quel cheminement d'esprit on devrait avoir pour ne pas avoir ces schémas qui se répètent de persécution, de déni de l'autre, de ces êtres? Tu veux que je le prends? Tu veux répondre génétiquement? De toute façon, si c'est une personne extraterrestre, là pour le coup, on n'a pas les mêmes gènes qu'elle. Donc, moi je pense... Je connais ce discours. Enfin, peut-être, je n'en sais rien. Moi je pense qu'à partir... Enfin, ce qui va mener au racisme, c'est l'ignorance. Et là, ce qu'on a pu entendre depuis tout à l'heure, c'est de se rendre compte que, moi, de mon point de vue, l'art est la solution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va écrire, où on va peindre, où on va expliquer, on va faire de la science-fiction de tout ça, et du coup, ça va permettre d'ingérer et de tolérer. En tout cas, de mon point de vue, l'art, c'est ce qui va permettre la tolérance et l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit. Autre élément de réponse. Dans les grands concepts, dans les grands poéceptes de Édouard Glissant, il y a celui de la relation. Comment être au monde si ce n'est pas dans le repli sur soi? Comment être dans une relation horizontale avec tout autre? Édouard Glissant, malheureusement, n'a pas eu le temps d'élargir, ou en tout cas, il a eu quand même quelques prémices, mais d'élargir son concept de relation en dehors de l'échelle de la Terre. C'est-à-dire qu'il l'a pensé pour les êtres humains, il l'a pensé dans notre relation à l'environnement, mais à l'échelle du cosmos, il ne l'a pas fait. On en discute beaucoup avec Patrick Chamoiseau, des aliens. Et effectivement, il apparaît que l'humanisme
serait le dernier racisme à abattre. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on va rencontrer une autre espèce avec d'autres caractères génétiques, il va falloir relationner avec elle d'une manière ou d'une autre et dépasser notre caractère humain. C'est la seule manière qu'on va avoir pour choper des liens de non-prédation, de non-destruction avec ces espèces-là. C'est ce qu'on a essayé de faire dans Mars Attack, hein, mais ça n'a pas marché. Et à cause d'eux, c'est eux qui nous en voulaient. C'est que ça marche des deux côtés. Hein. Je crois que Hubert Reeves, que tout le monde connaît ici, disait que nous sommes que poussière d'étoiles. Alors le problème, c'est évidemment le temps. Hein, vous voyez, relationner avec, si c'est une espèce qui fonctionne sur des milliards, alors que nous on fait sur des vies d'êtres humains, voilà. Mais nous sommes poussière d'étoiles. Et l'autre réponse que j'aurais, c'est plus modeste. C'est avec les animaux. Il y a plein de travail du coup de sciences molles peut-être ou semi-molles. Sur l'animal, l'eau, hein, il y a toute cette rencontre de l'homme avec l'humain. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties ces dernières années qui sont assez déroutants et émouvants à mon petit niveau. Donc on a qu'à travailler à notre relationnalité, nos muscles relationnels. J'ai une réponse plus biologique à ça, c'est que en fait, quand on parle de relation entre espèces, c'est pas du racisme. Le racisme, c'est vraiment à l'intérieur de la même espèce. Donc si on s'en tient à ça, c'est très, très différent de ce qu'on vient de dire. Des relations entre l'animal et l'homme, c'est encore autre chose. Spécisme. Comment ? Spécisme. Justement, on n'a pas de... Enfin, on entre dans un relationnel qui n'est plus du tout le même. Qui peut néanmoins être destructeur de l'autre. Ah ben bien sûr. Exploitant, oui. etc. Oui. etc. Garde l'exploitation de la différence. Dans les mêmes dynamiques. Sur le plan biologique, c'est pas du racisme, c'est autre chose. Le racisme, c'est vraiment à l'intérieur d'une même espèce. Oui. D'accord. Oui. Une question juste là. Bonjour. Bonjour. À côté de la personne qui a déjà posé une question. Ouais. Voilà. Déjà, merci pour votre présentation. Je voulais revenir sur l'exposition que j'ai trouvée objectivement très très belle. La colorimétrie, c'est ce qui m'a le plus frappé. Et le parallèle avec l'aspect scientifique est aussi tout aussi intéressant. Donc merci pour ça. Et j'avais une question un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça philosophique, mais l'ASF, c'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis là je découvre aujourd'hui, donc c'est très chouette. Et il y a la définition de la contre-dystopie, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je voudrais savoir, pour résoudre un peu les maux de notre société, est-ce qu'il ne faudrait pas partir sur une contre-dystopie car plus réaliste, plutôt qu'une utopie qui est un absolu et qui ne représente pas les différences qui existent au sein d'une communauté? Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, les utopies, effectivement, sont d'autres fixismes. C'est presque une forme de dystopie, en fait, l'utopie, parce qu'au final, ça finit toujours mal. Oui, mais on peut imaginer des utopies, mais il y aura toujours des gens... L'application qui est compliquée, quoi. Ouais, l'application est compliquée, puis il y aura toujours des gens, les premiers qui adorent le changement, qui voudront changer les choses. Et du coup, c'est mal barré. Une question ici. Oui, bonjour. Je vais poser une question, un peu peut-être une espèce de porte ouverte. En fait, là, je m'interrogeais. Déjà hier, avant cette conférence, on s'est interrogé. Moi, j'aimerais bien avoir un peu un état des lieux de la diversité dans le monde de la science-fiction, autant au niveau des auteurs et autrices qu'au niveau du public, parce que ici, dans la salle, on voit que en termes de diversité, en tout cas de couleurs, c'est pas trop ça. Et moi, ça fait plusieurs années que je vais aux Utopiales et j'ai pas tant vu d'auteurs et d'autrices issus de la diversité. Et peut-être que j'en ai lu sans savoir à quoi ressemblait la personne dont je lisais le livre, mais en tout cas, ça n'apparaissait pas comme une des thématiques du livre. Alors que, comme ça a été dit un peu dans la première question, il y a quand même l'idée dans la science-fiction d'aller rencontrer l'autre et de discuter d'altérité
pour autant, j'ai pas beaucoup de connaissances d'auteurs et autrices, en tout cas issus d'Afrique, ou là on commence à avoir des auteurs et autrices asiatiques qui arrivent, mais pas non plus, pas tant que ça. Et en termes de public, ici aux Utopiales, j'ai pas l'impression que ça soit terrible. C'est très très blanc, quoi. Pas de chiffres, non. Oui, mais on arrive. C'est-à-dire que jusqu'à présent, effectivement, la science-fiction, elle a été pensée à partir du centre occidental. Donc oui, naturellement, la dominante, la norme aujourd'hui, elle est centrée sur des récits plutôt masculins, plutôt blancs, etc., etc. Mais il y a un retard qui s'est effectué. Il y a un retard parce que les récits qui ont émergé dans les pays africains, par exemple, dans les pays asiatiques, on fait face à des freins liés d'abord aux empires coloniaux et puis ensuite aux problématiques économiques, aux dérives racialistes, etc., etc. Et puis à l'intérieur même, par exemple, en Chine, les auteurs de science-fiction qui essayent de remuer un petit peu le cataclysme dystopique qu'ils vivent, font face à leur propre censure. Donc il y en a quelques-uns qui émergent, il y en a quelques-uns qui sont des originaires, qui vivent aux États-Unis, par exemple, ou à Londres, qui vont écrire aussi à partir de ces autres centres-là. Donc voilà, on arrive, résume tout, c'est ce retard dû au manque d'attention, ce retard dû au manque de prétention aussi d'avoir des histoires légitimes pour quelque chose déjà de très établi. Il se rattrape petit à petit et il vient renouveler effectivement le panel voilà. Dans l'imaginaire français, francophone, hexagonal, non pas hexagonal, francophone tout court. Voilà, on est 5 ou 6 à être d'autres centres de pensée. Et donc petit à petit les choses vont, j'entends la petite musique, petit à petit les choses avancent, ça va prendre du temps, mais on arrive. Juste pour compléter, il y a toute une scène. Moi, je suis marginal aussi, parce que je viens de la littérature. Je vais dire le mot, hein, blanche. Mais il y a toute une littérature, toute une effervescence africaine de genre, comme on dit, de science-fiction, par exemple, notamment dans le cône sud, anglophone, hein, de pays comme l'Afrique du Sud, les Zimbabwe, la Namibie, qui sont des pays anglo-saxons en fait de culture, ont une scène de science-fiction africaine beaucoup plus ancienne que les pays francophones. Donc tout le courant qu'on appelle aussi afrofuturisme, qui est nouveau, qui a à la fois un pendant américain, nord-américain, et un pendant aussi maintenant aujourd'hui africain, et aussi dans les interstices qui sont les diasporas. Parce on a fait un livre sur la France noire, mais il y a aussi une Europe noire, il y a une Belgique noire, etc. Et dans ces espaces-là, aussi, il y a des auteurs qui créent. Donc c'est nouveau, peut-être ça va arriver à Nantes, mais voilà, on est dans des marges, et c'est peut-être très bien comme ça aussi. Hein. Moi, je coche pas des cases, je dis pas, je suis la capture noire du festival de cette année. Hein. Je suis un nomade, je suis un trafiquant déjà en différence, depuis longtemps. Eh bien merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Et puis pour reprendre les mots d'Hubert Reeves qu'Abdourahmane a cité, nous ne sommes que poussière d'étoiles après tout. Donc je vous invite aussi à retrouver nos auteurs Abdourahmane, Michael et Anne en dédicace à la librairie après cette table ronde. Merci encore et bon festival.